Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palémo. Et aujourd'hui, transhumance paysanne, lecture d'extraits en exclusivité. Une fois n'est pas coutume, je ne vous présenterai pas d'artisans pour cette émission. Enfin, pas directement. Parce qu'en ce moment, je travaille à un autre très beau projet qui me tient à cœur et que je souhaite partager avec vous. Il s'agit de l'écriture d'un livre, Transhumance paysanne. C'est le récit d'un voyage immersif au cœur des fermes, à la fois poétique et politique, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes résilients, véritables nouveaux résistants qui chaque jour cherchent des solutions pour bâtir un modèle agricole plus durable. Ce projet, c'est une idée de Jérémy Camus. Il est élu à la métropole de Lyon en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Témoin direct des crises successives vécues par le monde paysan, il décide de créer son podcast et se lance dans une transhumance pour tendre son micro aux arboriculteurs, céréaliers, maraîchers, éleveurs, bergers et faire entendre les trajectoires, les défis, les espoirs et les engagements de ces travailleurs de la terre qui résistent et façonnent notre alimentation de demain. L'année passée, il se lance un défi, faire le tour de la métropole de Lyon à pied, de ferme en ferme. Il me propose de l'accompagner pour retranscrire en récit cette aventure. Nous sommes accompagnés par Emmanuel Pro, illustrateur, et par Suzette, une magnifique ânesse qui nous aidera à supporter le poids de la logistique. Une aventure de 9 jours, 130 km, que nous avons vécue il y a presque un an. Aujourd'hui, je vous fais ce cadeau, un extrait en exclusivité. Ce livre, ce n'est pas seulement des mots, ce sont aussi de percutants dessins, ceux d'Emmanuel Pro qui nous plongent avec force dans des univers extrêmement diversifiés et uniques. C'est aussi une ambition de cartographier notre parcours et d'insérer des doubles pages didactiques et scientifiques autour des grands enjeux vécus par le monde agricole. Et enfin, c'est raconter la posture d'un élu, pas dans l'intention de faire son bilan, mais pour parler au sens plus large de la question de l'engagement et des communs. Le passage que j'ai choisi se passe avant le grand départ. C'est le moment où tout se met en place, un peu comme aujourd'hui. Il s'agit de notre rencontre avec Suzette et avec Ingrid. Ingrid, qui est maraîchère en traction animale et que j'ai reçue ici pour le 2e épisode de Tribune d'artisans. N'hésitez pas à nous faire un retour et surtout, bonne écoute. Chapitre 2, Suzette. Bonjour Ingrid, comment vas-tu ? Ah, bonjour Jérémy, bonjour Laetitia. C'est la course, mais ça va. On va chercher Suzette ? Elle est derrière. La ferme d'Ingrid Rouillat est facilement reconnaissable. Elle se trouve juste devant l'entrée de la commune. L'enseigne est peinte sur la façade de la ferme côté départemental. Elle représente 2 têtes d'âne, un panier garni de légumes et l'inscription « Ferme des 2 ânes, Rouillat, Colomb ». Un grand portail et une cour masquent le petit domaine. Ingrid en sort, casquette sur un chignon brun, grands yeux clairs et souriants sur une peau fine et bronzée. Veste en toile kaki, aux larges poches et jean bleu. Geste énergique. Nous contournons la maison et arrivons devant un champ de 3000 m² environ. Tout au fond, un vieil arbre abrite dans son ombre 5 ânes. Nous restons là à les observer. Nous allons faire une première sortie avec Suzette, l'ânesse qui nous accompagnera durant notre marche. J'appréhende un peu. Comment va-t-elle réagir avec les voitures ? Au bruit intempestif de la ville, à la cohue. Les gens vont forcément venir nous voir, vouloir les caresser. Et la nuit ? Restera-t-elle attachée ? Acceptera-t-elle de randonner aussi longtemps ? De porter un bât ? Bien qu'ils soient loin, les ânes repèrent notre attente et s'approchent vers nous. 2 grands spécimens, l'une presque noire, l'autre au burn, crinière longue pour des ânes, et le trop enthousiaste. Ingrid entreprend de nous présenter chacun de ses compagnons avec un petit mot spécifique, témoignant de son profond attachement au troupeau. Enfin, une petite ânesse soyeuse, grise, au reflet d'or, s'avance avec fierté. C'est Suzette, c'est elle. Elle s'approche d'Ingrid et se laisse passer son licol. Ingrid lui chuchote des mots tout doux,
avant de la conduire vers l'avant-cour devant une ancienne étable. « Ça va ma chacha ? On part en balade aujourd'hui. Je te présente à des amis. » Nous voilà passés à la mise en pratique. Je pars du principe d'instaurer un lien privilégié entre Jérémy et Suzette. Je préfère ne pas être référente ânière. Mes connaissances datent de l'enfance et même si je pouvais expliquer aux clients de mes parents comment randonner avec un âne, ce ne sera pas mon rôle de tout porter. Et il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Bref, lui montrer les gestes et rester en soutien. Une impérieuse truie cune nous attend devant l'entrée comme une embarrassante reine à la fête. « Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre ?» je m'exclame. Elle doit peser au moins 100 kilos. Je ne tiens pas à rentrer dans le même enclos qu'elle. J'ai l'impression d'être face à un affreux poisson des abysses prêt à nous tendre un piège. « Ah, ma Rosie est envahissante mais inoffensive. Vous pouvez me suivre. »« Tu parles. J'ai connu des cochons qui m'auraient mangé les pieds s'ils avaient pu. Pas question de rentrer là. » Pourtant, c'est vrai, elle ne montre aucune intention de nous dévorer. Ingrid finit par me convaincre. Elle ne demande qu'une baguette de pain et à rester proche de l'action. Ses poils sont longs, drus et marrons, parsemés de taches noires. Elle arbore de belles oreilles en corolle élégante, son dos est puissamment arrondi, son groin violacé et humide et de petites dents carnassières projetées vers l'avant achèvent un tableau déroutant. Je me demande si elle peut fermer la bouche. Elle peut. Et engloutir en quelques secondes une baguette épaisse comme le bras d'un charpentier, se retourner et en réclamer une deuxième. Dur à concevoir, mais elle est totalement domestiquée. Ce cochon originaire de Nouvelle-Zélande est amical, tel un animal de compagnie. Bien qu'il ait plu des semaines durant, le sol est sec. Quelques poules nous rejoignent. La ferme d'Ingrid, c'est une attention douce et aimante accordée à chaque habitant. On les sent choyés et gâtés, petits cocons sereins, comme dans un livre d'enfants. Je reporte mon attention sur Suzette et Jérémy. Passage obligé pour faire connaissance, le brossage. Je vous laisse faire. Allez ma chacha, on va te préparer pour sortir. J'attrape une brosse ronde de caoutchouc noir. Jérémy se place en face et m'observe. Pour démarrer, tu la brosses en rond énergique, comme ça. Je m'approche de Suzette, caresse son encolure de ma main libre pour la prévenir de mon intention de la brosser. Elle évacue l'air bruyamment par ses naseaux. Tu regardes ses oreilles. Si elles sont tendues vers l'arrière, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas, écarte-toi et rassure-la en lui parlant. Le regard de Jérémy se porte immédiatement vers les oreilles de Suzette. Là, ça va ? Oui, là, ça va. Et j'exécute mon geste d'une main ferme et assurée. Je prends appui sur son dos et je cherche à retirer la poussière, les morceaux de boue séchés, les graines accrochées au poil, les petits cailloux. Autant de matériaux qui l'aident à se protéger de la chaleur, mais qui ne sont pas compatibles avec un attirail de portage, comme un gravier dans une chaussure. Tu frottes bien partout, sous le ventre aussi, aux endroits où passeront les sangles. Jérémy se place de l'autre côté et recopie mes gestes. Tu peux y aller franchement, ça lui fait du bien. Maintenant, on passe le peigne. J'attrape une brosse rectangulaire au poil long. On remet la robe en place. Tu la brosses dans le sens du poil et tu évacues les dernières poussières. Durant ce moment, l'ânesse évalue déjà notre caractère. Main assurée, crainte ou envie de bien faire, attention, délicatesse. Elle s'habitue à nos voix, notre odeur, notre manière de bouger. Autant d'éléments qui ne la surprendront plus une fois en marche. Je demande à Jérémy de lui présenter le tapis, puis le bas, avant de lui mettre sur le dos. Je ne connais pas ce modèle. Les nôtres, c'était mon grand-père menuisier qui les avait fabriqués. Il s'était attaché à trouver un alliage de frêne et de chêne pour un outil robuste mais léger. Je m'emploie à tout attacher et... il me semble qu'il est à l'envers, Laetitia. Hervé, le mari d'Ingrid, s'est glissé délicatement derrière nous. Voilà, première gaffe. On désangle et on recommence. En 1 heure de randonnée, on a fait le début du parcours de la semaine prochaine. Rien à déclarer. Suzette marche d'un bon pas, très énergique. Elle gère les trottoirs et les plaques d'égout. Les ânes les voient comme des trous. Ils les contournent afin de ne pas tomber dedans. Une patte cassée pour un équidé équivaut à un arrêt de mort, même si ce n'est plus vrai aujourd'hui. C'est ainsi que leur mémoire primaire l'a enregistré. Je suis impressionnée par le calme et la douceur de Jérémy. Il accorde un temps privilégié à Suzette. Il lui parle beaucoup, s'inquiète de son bien-être. Elle le teste, un peu. Elle est broutée alors que le rythme est à la marche pour vérifier qui est le dernier mot. Si elle veut tirer, elle aura gain de cause. Ce qu'elle s'emploie à faire. J'explique à Jérémy comment se placer entre l'herbe et l'ânesse et faire barrage avec son corps plutôt que de s'épuiser à la retenir. « Non, Suzette !» Au bout de quelques essais, elle se lasse et prend le pli. Elle mangera au pré. Nous rentrons satisfaits et rassurés. Remise au champ et au revoir à la barrière. Lorsque nous nous reverrons, Suzette, ce sera pour écrire une histoire. Ingrid nous propose le café. J'ai apporté de la brioche. Nous nous asseyons autour de la table.
encombré de souvenirs des gens de passage à la ferme et d'une bousculade d'objets. Jérémy sort son micro et lui trouve une place entre les boîtes en fer et les bocaux. L'eau chauffe, on se passe les tasses. Les cuillères tintinabulent dans un silence de buée. « Ingrid, démarre Jérémy, peux-tu nous parler de ta ferme ?» L'enregistreur tourne, sa diode rouge allumée. « Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu veux savoir ?» Eh bien, déjà la présenter. Alors, j'ai 3 hectares de prairies, 30 000 m² sur lesquels je cultive 6 000 m² de légumes, en traction animale. Des pommes de terre essentiellement. Elles m'ont sauvée en quelque sorte. Les pommes de terre ne sont pas aimées par les cultivateurs. Moi, j'adore les faire pousser. Mais j'y reviendrai. La ferme date du 19e siècle. C'est un L classique en pisé, typique de la région. Les appentis en pierre ont été construits plus tard et les serres également. Cette ferme appartenait à mes grands-parents. Il y a toujours eu de la polyculture et de l'élevage ici. Une image de ferme locale où l'on vit en famille. Tu as grandi ici ? Non, c'est ma marraine qui vivait là. J'y venais souvent. Mes parents avaient rompu avec l'agriculture au temps des 30 Glorieuses. Je pense que pour mon père, ce fut une vocation ratée. Il aimait les animaux. Petite, il m'emmenait couper du bois. Le milieu agricole était parallèle au mien. J'ai eu l'appel vers mes 30-40 ans. Comment ça t'est venu ? J'avais été marquée par une intervention de Pierre Rabhi sur l'agriculture. Il expliquait qu'il nous faudrait être plus nombreux à s'installer pour subvenir à nos besoins. J'étais dans la gestion et le management. J'ai regardé ce que j'avais autour de moi. Il y avait cette ferme et ces prairies dont personne ne faisait rien. J'ai décidé de les sauver. J'ai racheté le bâti à la succession. Je me souviens, j'avais 37 ans car j'ai pu avoir la DJA, la dotation aux jeunes agriculteurs. Et je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de saisons en tant qu'ouvrière agricole avant de m'installer, seulement 3 ans avant le rachat. J'ai découvert l'élevage et le maraîchage. Mais j'étais limitée côté foncier du fait de ma proximité avec le milieu urbain. Tu vois bien en arrivant, je suis la première maison à la sortie du rond-point. Je ne voulais pas faire la chasse aux hectares, ça ne m'intéressait pas. Je me souviens m'être dit, il y a ça qui existe, qu'est-ce que j'en fais ? Bon, mais alors, l'attraction animale, ça sort d'où ? Demande Jérémy. J'aime tester. Avec le changement climatique, on doit explorer d'autres pistes et sortir de la dépendance au pétrole, donc au tracteur. Durant mon parcours de formation, j'ai découvert la traction animale avec des gens expérimentés et du matériel. C'est devenu évident pour moi. J'avais déjà 2 ânes. Ça t'a demandé beaucoup d'adaptation ? Non, justement, car il n'y avait rien. Je pouvais tout construire et rendre mes planches de culture compatibles avec le passage des ânes. Suzette et Malthus étaient les 2 premiers. C'est pour ça que la ferme s'appelle la ferme des 2 ânes. Les autres sont venus au fur et à mesure. Je prends le temps de préparer le sol. Traditionnellement, ça prend 1 journée pour planter et ça soulève pas mal de poussière. C'est pour ça que les agriculteurs n'aiment pas les pommes de terre. Moi, je commence fin février jusqu'à début mars. Je plante tout à la main. C'est un chantier quotidien qui m'absorbe totalement. Pourquoi as-tu choisi de cultiver des pommes de terre ? Oh, mais je fais pas que ça. Mais oui, je suis connue pour mes patates. Elle rit. En fait, c'est arrivé par hasard. J'ai démarré un mois d'octobre, il y a eu de très grosses pluies. Mon plan de culture était flingué. Comme le sol était retourné, j'ai planté de la délicatesse. Et j'ai bien fait, car l'hiver fut très chaud. Et je me souviens avoir travaillé en t-shirt sous un grand soleil en plein mois de février. Les pommes de terre sont arrivées vite. Au mois d'avril, j'avais une belle production. J'ai développé essentiellement la vente auprès des restaurateurs. Le débouché est sécurisant car j'ai une grande crainte du gaspillage. Avoir des légumes sur les bras, c'est une aberration. Surtout lorsqu'on se trouve à proximité d'une grande ville. Qu'est-ce que tu produis d'autre ? Je demande. Un peu de tout, des radis, des navets, mais comme je travaille avec les restaurateurs, j'ai le bonheur de cultiver des légumes qui font peur aux particuliers. Les chefs savent les mettre en valeur et ils recherchent ce côté inattendu. J'ai de la roche. C'est une plante au feuillage dentelé vert ou rouge. Elle se consomme comme les épinards et conserve sa chaleur sa couleur à la cuisson. Je fais aussi du haricot viande. Il est suivi de très près comme possible substitut à la viande. Ce sont des graines qui viennent du Centre de ressources de botanique appliquée, complète Jérémy, qui me regarde et précise. On va y passer pour évoquer l'adaptation des semences au changement climatique. Oui, exactement. Les chefs travaillent à des recettes, renchérit Ingrid. Il y a tout un projet derrière. Ici, le sol sèche vite, il est très sableux et les précipitations sont de moins en moins fréquentes. Cette variété est bien adaptée. Et je t'ai pas dit ? Quoi ? Je me lance aussi dans les cacahuètes. Chez Ingrid, on se sent comme dans un petit îlot protégé par son enthousiasme et sa simplicité. Elle fait fructifier son modeste domaine, malgré la présence d'innombrables objets. Oui, j'avoue que je les récupère beaucoup, ces vieilleries, confie-t-elle dans un sourire. La présence des animaux les encourage dans les moments difficiles. Les ânes sont apaisants et dégagent de la sérénité. Rosie, sa truie cune est un festival. Elle est vraiment là pour le fun. Franchement, quand tu la regardes, tu peux pas t'empêcher de réprimer un sourire.
Parfois, elle se dispute avec les poules pour glaner de l'attention. Ça nous fait rire. Et heureusement, on en a souvent besoin. Rosie, elle, ronfle nonchalamment devant un gros tas de planches. Ils participent tous à la richesse du lieu. Grâce au crottin, elle peut apporter de l'azote à son sol, indispensable pour que les plantes se développent bien. Et Ingrid se justifie. On pourrait croire que je néglige les espaces, mais c'est faux. Je donne les conditions nécessaires pour que chaque espèce puisse trouver sa place. Je ne peux même plus tuer une araignée. On a une chouette chevêche qui niche, et ça, c'est une grande fierté. Les mésanges s'installent. Ingrid ferme les yeux. Je sens bien que dans son corps s'installent toutes les émotions, toutes les sensations que lui procure son métier. J'ai besoin de plus de beauté. J'en ai marre des linéaires de 15 mètres sur 40. Je veux des fleurs, des micro-coins pour héberger encore plus de biodiversité. Il se fait temps. Temps de retourner dans nos vies, dans cette ville, dans ces rues dépourvues d'autant de nature et d'attention à ses habitants. On se quitte devant le portail avec la hâte de revenir. Comme une constante en fin de journée durant ce mois de mai, l'orage se prépare. J'arrête ma voiture. J'ai environ 10 minutes avant qu'il ne soit sur moi. Je suis tellement reconnaissante d'être dans ce décor de prés et de bois. La vie rurale me manque cruellement. Tout ravive mes sens. L'odeur du caoutchouc, des accessoires de Suzette, la terre battue par les poules, les barbelés et les portes à ouvrir. Les poils rêches qui, une fois brossés, dégagent des empreintes de graminées et de céréales et de foin. Les visages souriants d'Ingrid et d'Hervé dont l'anxiété se cache dans chaque repli. La vie de la terre, ce sont des soucis constants à gérer et sur lesquels on a peu de prise. Alors, quand s'ajoute celui du monde des humains, avec les relations à la banque, aux assurances et aux voisins, plus le quotidien de chaque famille, on enserre encore un peu plus ses mains dans la terre pour y enfouir les angoisses lancinantes. Rester dans l'action pour ne pas se perdre. Nous sommes au bon endroit. J'espère réussir à transmettre ce qui me tend dans ce monde. Le temps d'enregistrer quelques phrases, et la pluie s'abat sur un sol qui n'en peut plus de cette eau en ce printemps 2024. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchons pas les mots.